Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui El Hadj Alioune Diouf, spécialiste en économie internationale et droit de la concurrence. C'est un plaisir de vous recevoir, comme toujours. Oui, le plaisir est partagé, Madame Thiam. Voilà, avec lui, nous sommes avec le professeur Babacar Samb, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste du monde arabe. C'est également un plaisir de vous recevoir dans le débrief. Merci, Madame Thiam, toujours. Voilà, et c'est pour parler dans la première partie de notre émission de Dakar et Nouakchott qui raffermissent leurs liens avec la visite lundi dernier du président sénégalais Macky Sall en Mauritanie. Et dans la deuxième partie, nous allons revenir sur la fermeture des frontières du Nigeria avec ses pays voisins, avec également la CEDEAO qui est toujours en quête de solutions pour garantir la libre circulation des biens et des personnes dans la zone. Alors, Monsieur Diouf, on va revenir dans la première partie s'agissant des liens entre le Sénégal et la Mauritanie. Le président Macky Sall, justement, a effectué, comme je le disais tantôt, une visite officielle de 48 heures en Mauritanie, une première du genre depuis l'élection du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Que pensez-vous des relations qu'entretiennent les deux pays? D'excellentes relations, parce que les deux pays sont des pays frères. L'histoire du Sénégal est traversée par justement cette proximité avec la Mauritanie. Le président sénégalais ne fait que confirmer la diplomatie stratégique du Sénégal qui consiste ces dernières décennies à faire un peu plus attention avec ses voisins. Et même cela se ressent du point de vue économique. Aujourd'hui, nos échanges avec les pays limitrophes, avec les pays de l'Ouest africain, sont beaucoup plus importants que les échanges que nous faisons avec le reste du monde ou avec l'Europe en tout cas. Nous sommes à presque 49% d'échanges avec justement l'Afrique non voisin et on est à 30% maximum avec l'Europe par exemple qui était notre principal client. Donc je pense que cela veut dire que le Sénégal a compris que le marché pertinent du Sénégal et sa sécurité aussi dépendent en fait de ses voisins. Je pense que avoir un voisinage économique dynamique est indispensable pour tout pays qui veut se développer. Il est certain que si nous continuons à raffermir nos relations avec la Mauritanie, avec le Mali, avec la Gambie, la Guinée-Bissau, etc., la Guinée-Conakry, nous allons nous trouver dans une ambiance même effervescente favorable au développement de l'économie. Je voulais signaler qu'avec la Mauritanie, quand même, c'est assez particulier. Je pense que le professeur connaît mieux cette question que moi, mais j'ai comme l'impression que d'abord beaucoup de peuples de la Sénégambie, en fait, ont fait des séjours très importants en Mauritanie, particulièrement, par exemple, nous les Sérères. Et je pense aussi d'autres. Je pense aussi que les familles religieuses sénégalaises ont fait des séjours importants en Mauritanie et plusieurs d'entre eux ont été formés donc en Mauritanie. Je pense que la Mauritanie est notre pays frère et nous avons tout intérêt à avoir des relations spéciales et particulièrement attentionné envers la Mauritanie. Justement, par rapport à ces relations spéciales, nous allons y revenir, mais j'aimerais bien, je rappelle par ailleurs que professeur Samb, vous êtes ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et vous connaissez très bien le monde arabe. Justement, que pensez-vous des relations entre les deux pays, le Sénégal et la Mauritanie? Oui, je pense que, comme l'a dit M. Diouf, comme les deux pays sont liés par l'histoire, la géographie, le voisinage et surtout des relations spirituelles dont il a parlé tout à l'heure, je crois que c'est des relations fraternelles. La presse sénégalaise a parlé de mariage de raison ou mariage de cœur, mais je crois qu'avec l'apparition du pétrole, bien entendu, mais je crois que c'est des relations quand même qui ont été très constantes depuis les indépendances, même s'il y a eu certaines tensions avec ce qui s'est passé en 1989. Et donc, les différences sur donc, la frontière Rosso-Mauritanie, Rosso-Sénégal, qui était véritablement
une même entité, et qu'on ne peut pas exclure effectivement aussi des questions qui sont liées avec la pêche, parce que les Mauritaniens et les Sénégalais, ils ont toujours navigué de part et d'autre, et qu'on dirait que même les pêcheurs ne connaissent même pas, ne reconnaissent pas la question de la pêche aussi, c'est l'un des points importants sur lesquels nous allons revenir. Voilà, donc je pense que de manière générale, il faut dire qu'aujourd'hui quand même c'est le renforcement et l'approfondissement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Je crois que le président Macky Sall et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les deux ont pris véritablement, ont eu la volonté de relancer de nouvelles relations entre le Sénégal et la Mauritanie par rapport aux perspectives qui s'annoncent devant. Voilà. Badara Diouf, au-delà des liens historiques, Dakar et Nouakchott partagent des intérêts communs, dont le pétrole et le gaz. Oui, absolument. Et cela me semble très, très important. Pourquoi? Parce que pour les deux pays, nous avons ici une potentialité énorme. Une potentialité qui peut permettre à ces deux pays de fournir l'ensemble de l'Ouest africain, mais aussi en même temps de fournir une bonne partie de l'Europe. C'est-à-dire, les deux pays font face à une demande extrêmement importante dans le monde et dans le voisinage. Les deux pays peuvent profiter justement d'un grand projet ouest-africain du Maroc avec le Nigeria. Le Maroc et le Nigeria sont en train de réfléchir autour d'un gazoduc. Le projet est bien ficelé d'ailleurs. Et donc cela pourrait, je pense, profiter essentiellement, en tout cas dans l'Ouest africain, potentiellement au Sénégal et à la Mauritanie. Mais le fait que les deux pays s'entendent plutôt que de se faire une concurrence peut permettre aux deux pays de maximiser leurs profits et d'avoir une meilleure intelligence de la façon d'utiliser et de sécuriser justement la transformation de ces produits-là. Parce qu'il s'agit bien d'immenses réserves qu'il faut transformer. Il faut éviter de devoir exporter en l'état sans aucune transformation ces ressources-là. Et donc, il y a entre les deux pays une grande opportunité de s'industrialiser pour pouvoir non seulement développer les deux pays, parce que le gaz, essentiellement comme le pétrole, sont des sources d'énergie indispensables à toute industrialisation. Et je pense que cela fait un peu défaut dans nos pays d'avoir une énergie pas chère, bon marché. Cela me semble essentiel pour entamer tout processus d'industrialisation. Donc, en tout cas, personnellement, je pense que le Sénégal a bien fait, le Mauritanie a bien fait d'essayer d'exploiter ces ressources en commun. C'est ce que les pays développés ont fait, hein. Je pense que c'est ce que l'Europe a fait avec la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952. Avant même d'aller à l'intégration en 1957, ces pays ont mis en commun l'exploitation de l'énergie qui était à leur disposition, le charbon comme l'acier. Unis, ils sont plus forts. Unis, on est plus fort, c'est sûr. Plus solidaires, plus impliqués, et on sera aussi plus intelligent. Voilà. Professeur, déjà, les deux États continuent leurs efforts pour exploiter les grandes richesses gazières découvertes dans le bassin sénégalo-mauritanien face aux côtes atlantiques. Comment peuvent-ils en tirer profit et quelle sera, selon vous, la part qui devrait revenir à chacun? Oui, je crois que comme les deux pays n'ont pas les moyens, peut-être au départ de faire le travail de recherche, c'est bon, ils ont confié ça à une société étrangère, Cosmos, et maintenant aussi pour l'exploitation, ils ont confié au BP. Donc nous, les ressources qui vont être générées à partir donc, de cette exploitation, je pense que c'est dans la perspective d'industrialisation, comme l'a dit Diouf, parce que je crois que tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est d'essayer de développer donc, le secteur agricole
Mais l'agro-industrie, je crois que ce serait important, avec les ressources qu'on a, de pouvoir développer entre les pays. Je crois qu'il doit y avoir un couple comme l'Allemagne et la France, et un couple très fort dans l'Union européenne. Mais je crois que le Sénégal, la Guinée et donc la Mauritanie et le Mali aussi doivent former vraiment une unité par rapport à l'Ouest africaine, donc pour faire vraiment face. Et que jusqu'ici, ce qui nous manque le plus, c'est les moyens. Les moyens, bon, on sait bien que le pétrole, le gaz, c'est des sources énergétiques vraiment stratégiques. Et je crois que ce qu'il appelle la gestion des gaz de grande tortue, donc c'est un site qui, je ne sais pas à combien de barils, millions de barils c'est estimé, mais je crois qu'il peut couvrir vraiment les besoins énergétiques. Et qu'en plus qu'il y a l'OMVS qui est là entre les pays pour les retours hydrauliques. Donc je pense que cela pourrait changer véritablement notre vision de développement. Nous sommes plus que des pays de services que des pays de producteurs. Et que la production, l'industrialisation me semblent les clés donc de tout développement, ce qui a été vraiment dans beaucoup de pays d'Afrique. Nous sommes à l'ère de l'industrialisation. Voilà. Si on compare avec les pays de l'Asie qui avaient le même niveau de développement, comme l'a montré Samir Amin, comme Corée du Sud, etc., comment ils ont développer leur pays et nous, on est resté toujours en deçà des espérances. Des espérances. Bon, l'Afrique avance, mais lentement, on peut le dire. Et là, déjà, les deux pays semblent presser le pas, M. Diouf, avec l'accord sur la première phase de commercialisation du gaz qui a été signé. Oui, les deux pays ont l'habitude. Nous sommes déjà dans l'OMVS. La Mauritanie revient dans la CEDEAO, ou en tout cas a déjà signé un accord de libre-échange avec la CEDEAO. Et je dis, les deux pays ont l'habitude de travailler dans l'OMVS. Là, c'est une vision stratégique du Sénégal depuis longtemps, enfin des dirigeants sénégalais, mauritaniens, etc., depuis des décennies, et qui montre qu'il est tout à fait possible de faire pas mal de choses au niveau aujourd'hui des frontières entre ces deux pays-là. Mais justement, cette énergie va nous permettre, un pays comme le Sénégal a du calcaire. Ce qui manque un peu au Mali, ce qui manque un peu dans certains pays africains. Ça veut dire qu'on pourra faire encore des usines de ciment et servir tous ces pays-là. Le fer qui est en Mauritanie, comme la bauxite qui est en Guinée, je crois que Pierre Goudiaby Atepa en a parlé, montre qu'aujourd'hui, et même au niveau de l'Union africaine, on a acté effectivement l'initiative de Goudiaby. Donc je pense que les pays doivent comprendre qu'il faut se tourner vraiment vers l'industrialisation. Le maître mot, c'est exploiter nos richesses énergétiques pour créer suffisamment d'énergie afin de faciliter l'implantation d'industries qui pourraient maintenant être effectivement rentables au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, au moins. Il y a aussi, il me semble-t-il, justement, ce que beaucoup craignent, ce qu'on appelle la malédiction des ressources minières, surtout du pétrole. Il ne faut pas négliger les autres secteurs, au contraire. Avec les phosphates, on peut créer beaucoup d'engrais. Avec justement le fer et l'acier qu'on va créer, on peut faire des machines agricoles. Il faut aller vers aussi un développement agricole puissant. Le Mali dispose d'immenses terres comme le Sénégal, comme la Guinée, comme la Mauritanie, toute la rive, l'autre rive du Sénégal, on fait toutes sortes de cultures. Donc je pense que ces pays devraient pouvoir véritablement, avec cette énergie-là, mettre en place les instruments pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et même favoriser le développement de l'agriculture en général dans nos différents pays. Alors, professeur, cela constitue une grande manne financière, on le sait, mais le président mauritanien, lui, semble plus préoccupé par la sécurité maritime avec les drames répétitifs sur leurs côtes respectives. Et tout à l'heure, vous avez signalé le cas des pêcheurs. Oui, absolument. Je pense que la Mauritanie
quand même, c'est pas du protectionnisme, mais le Sénégal et la Mauritanie sont considérés comme les pays qui ont les côtes les plus poissonnières presque du monde. Et qu'on sait très bien que la main-d'œuvre vient du Sénégal en réalité. Et c'est pourquoi la Mauritanie avait imposé, je crois, 15 € par tonne pêchée en Mauritanie. Mais la sécurisation de ces frontières aussi me semble d'une aspiration légitime. Mais compte tenu que le Sénégal et la Mauritanie, quand vous connaissez vraiment Saint-Louis, Guet-Ndar, comment les gens entrent en Mauritanie, ils sortent, comme je disais tout à l'heure, ils ne connaissent pas du tout ces frontières maritimes. Mais comment faire maintenant pour vraiment le partage des richesses halieutiques? Je crois que le président Macky Sall a dit que l'attitude de la Mauritanie, c'est une attitude panafricaniste. C'est-à-dire les facilités pour les licences et donc d'enlever les 15 € par tonne pêchée par les halieutiers sénégalais. Cela montre vraiment une nouvelle page dans ces relations parce que c'est une question récurrente qui est venue depuis vraiment l'indépendance. Et surtout que depuis qu'on a signé les accords de pêche avec grandes sociétés européennes qui font que le poisson se raréfie dans nos côtes. Moi-même, je suis lébou, donc fils de pêcheur, je sais bien ce que je dis. Donc, vous allez à Thiaroye, je ne parle pas des Saint-Louisiens, mais il y a aussi les gens de toute la petite côte là, de Mbour, Yen, Ndiangal, Toubab Dialaw, jusqu'à Yoff, ils vont également en Mauritanie ou en Guinée-Bissau. Donc, c'est le même problème qui se pose dans les deux pays. Le Sénégal, comment en tirer profit tout en gardant vraiment des relations de bon fixe entre la Mauritanie et le Sénégal, que la Mauritanie aussi ne soit pas lésée dans ses droits. Moi, je crois que là, il faudra d'autres protocoles. Ils ont créé quand même un comité de suivi. C'est-à-dire qu'on a réglé le problème ponctuellement, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se reposer d'ici quelques temps. C'est pourquoi il y a un comité de suivi qui va voir vraiment comment régler ces différends entre Mauritaniens et Sénégalais sur et raffermir donc les conditions de l'exploitation des richesses halieutiques entre les deux pays. Alors, M. Diouf, tout à l'heure, professeur parle de résolution de problèmes, mais comment résoudre définitivement ce problème qui permettra certainement aux pêcheurs de Guet-Ndar d'accéder à la richesse nationale, que le poisson, on le sait, et aux éleveurs mauritaniens de profiter des richesses, des riches pâturages en territoire sénégalais, à moindre coût surtout? Oui, ces accords sont déjà actés. Le Sénégal a fait un grand pas en avant avec le gaz. La Mauritanie ne veut pas rester en reste. Donc la Mauritanie aussi fait un grand pas. Donc je pense que comme Césaire le disait, un pas, un autre pas et encore un autre pas et tenir gagner chaque pas. Si chaque pays respecte véritablement les accords qui sont signés, je pense qu'on ira de l'avant. Mais il faudrait maintenant que, moi je parle aux Sénégalais essentiellement, il faudrait qu'on soit un peu plus discipliné dans l'exploitation de nos ressources. Il faut qu'on comprenne que les ressources sont d'une certaine manière périssables ou bien peut-être peuvent ne pas être renouvelables. Hein? Et que, surtout dans le domaine de la pêche, on l'a vu, c'est parce que peut-être nos côtes ne sont plus aussi poissonneuses qu'avant qu'on est obligé d'aller encore un peu plus loin. Et ça pose un problème de sécurité. Donc il faudrait qu'on soit un peu plus discipliné, qu'on respecte un peu les accords et qu'on respecte les règles établies. Et je ne vous coupe pas, même parlons même de discipline. On rappelle que ce déplacement du président Macky Sall intervient quand même au lendemain de nouvelles arrestations de pêcheurs sénégalais pour violation des eaux territoriales mauritaniennes. Il faut former nos pêcheurs pour qu'ils comprennent un peu mieux la géographie maritime. Donc des fois, je ne crois pas que les pêcheurs violent sans faire attention les lois mauritaniennes. Parce qu'ils ont déjà été sensibilisés sur la question. Des fois, c'est sans connaissance de cause. Donc je pense qu'il faut accentuer une très bonne formation et puis améliorer aussi l'outil de production. Il faut qu'il soit muni des appareils qu'il faut pour comprendre un peu
comment bouger en mer, comment naviguer en mer pour éviter justement des situations qui fâchent. Bon, les règles sont faites pour être respectées, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on respecte les règles. À partir du moment où on fait un effort pour respecter les règles, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais au Sénégal, il y a des Ghanéens qui sont là et qui font la pêche. Vous n'avez jamais entendu parler de ce problème. Ils sont établis à Kafountine. Ils font de la transformation à ce niveau-là. Ils pêchent et ils transforment sur place. Ils font des produits, du poisson fumé qu'ils exportent chez eux. L'exploitation du sel aussi, si vous allez aujourd'hui dans les zones de fatigue comme de Kaolack, vous verrez d'autres étrangers, même des Camerounais qui sont là et qui exploitent, mais sans problème avec les communautés. Il faut respecter les communautés et respecter les règles dans les pays en vigueur. À partir de ce moment, je pense qu'il y aura un problème. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous sommes des panafricains à partir de ce moment et nous sommes dans le cadre de la CEDEAO, la libre circulation des personnes, des biens, le droit d'établissement. Parce que les pêcheurs peuvent s'établir aussi en Mauritanie et pêcher. Mais à partir de ce moment, il faut obéir aux règles de la Mauritanie, payer peut-être les impôts, etc., les taxes et consorts. Donc, nous sommes dans la zone UEMOA, nous sommes dans la zone CEDEAO avec la Mauritanie. Cela nous donne un marché un peu plus ouvert, mais avec des règles qu'il faut respecter. Voilà, déjà rappeler que les deux pays ont signé 6 accords conjoints au total en matière d'agriculture, de pêche, d'énergie, de télécommunications, de sécurité et de fiscalité. Et si nous en restons aux problèmes sécuritaires, la persistance des activités terroristes dans la sous-région a aussi été évoquée lors de cette visite. Dites-nous, professeur, vous qui êtes ancien ambassadeur, qu'est-ce que Dakar et Nouakchott peuvent apporter à la résolution de ce problème? Oui, je crois qu'ils ont beaucoup insisté donc, sur une coalition même internationale au-delà de la Mauritanie et du Sénégal. De lutte contre le terrorisme, voilà, la contrebande, le trafic d'armes, entre autres. Et que, bon, nous savons bien que le Sénégal ne fait pas partie du groupe de G5, mais la Mauritanie, d'après ce que j'ai lu à travers les lignes, presque invite le Sénégal à... Parce que ce sont ces pays frontaliers, il est directement lié à la question. C'est ça. Et que donc, aussi, il faut aussi sécuriser l'exploitation du pétrole dans l'avenir. Donc, c'est pourquoi la question de violence, du terrorisme dans le Sahel, c'est une chose qui est importante pour sécuriser donc l'exploitation du pétrole, assurer un développement harmonieux et surtout assurer la libre circulation des individus, des personnes et des marchandises, parce qu'ils ont même dit, ils ont allé plus loin, hein, parce que ça c'est important, de dire qu'ils voudraient créer, en tout cas contribuer tous les deux à la création de la zone de libre-échange continentale, qui est un projet dont l'objectif est d'arriver en 2063 à un grand marché de tout le continent africain. Parce qu'on le sait, le pétrole et le gaz, ça attire. Mais justement, une autre question que j'aimerais qu'on aborde rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes avant la fin de cette première partie, sur le Sénégal. Les Sénégalais de Mauritanie qui espèrent que la question de la délivrance des cartes de séjour soit au menu de ces échanges-là. Ça a été abordé. Que peut-on dire si l'espoir est permis? Parce qu'on voit que l'actuel président mauritanien est plus flexible que son prédécesseur. Il est beaucoup plus ouvert. Je pense que... Effectivement, peut-être qu'il va faire un effort pour que les Sénégalais... Bon, j'ai fait allusion à ce qui s'est passé dans l'histoire récente du Alors, Sénégal. rapidement, pour qu'on puisse terminer avec M. Diouf. Donc, je pense qu'effectivement, le président mauritanien est très disposé et que cette question-là pourrait être réglée diplomatiquement. Alors, M. Diouf, l'espoir est-il permis pour clore ce débat? Oui, les autorités mauritaniennes ont été très intelligentes dans leur approche avec justement cette question de la sécurité, parce que de toutes les façons, nous sommes obligés d'être ensemble pour assurer notre sécurité. Si la sécurité manque en Mauritanie, immanquablement, elle va aussi impacter sur le Sénégal. Je pense que dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation des armées, nous avons quand même des possibilités aussi
d'améliorer la formation dans nos deux pays, d'autant plus qu'au Sénégal, vous avez des écoles où on rencontre, en tout cas à l'université, moi j'ai des étudiants mauritaniens et qui sont aussi brillants que les étudiants sénégalais. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là. D'un point de vue sécuritaire, je pense que le plus important pour chaque pays, c'est d'avoir une armée réelle, capable de protéger le pays. Maintenant, les deux armées s'y mettent ensemble parce qu'ils doivent se mettre ensemble pour assurer la sécurité au niveau maritime, comme pour assurer la sécurité. Parce que la Mauritanie est un dispositif très important pour nous du point de vue sécuritaire. Donc notre intérêt, c'est de faire tout pour qu'il y ait la sécurité aussi en Mauritanie. Donc il faut coopérer étroitement avec la Mauritanie. Donc il est très important pour les deux pays de travailler Absolument. ensemble. Bon voilà, là nous sommes au terme de cette première partie. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. Voilà, nous sommes maintenant dans la seconde partie du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme je vous le disais tantôt, la CEDEAO est toujours préoccupée par la fermeture des frontières terrestres du Nigeria à ses pays voisins, à savoir le Niger et le Bénin. Alors, professeur, comment analysez-vous cette situation? Cette situation, ça dure longtemps. Ça a commencé depuis le mois d'août jusqu'à là. Bon, il y a fermeture partielle, puis fermeture totale, qui font que donc, le Nigeria, bon, c'est un grand marché aussi pour le Bénin. Je crois qu'on a dit c'est un géant, première économie de l'Afrique, 190 presque 200 millions d'habitants. Donc c'est un grand marché. Et comment faire maintenant par rapport à ces petits pays, un petit pays comme le Bénin, et un grand pays comme le Niger, mais aussi qui est désertique? Je crois que là, le Nigeria et Nigeria, Bénin, Niger, pourquoi la fermeture des frontières? Peut-être qu'il y a eu des tentatives de réconciliation pour enrayer ce qu'il appelle la contrebande. C'est-à-dire que ce n'est pas les échanges officiels entre les deux pays, mais que les échanges entretenus par des groupes. Donc on a vraiment qualifié la douane béninoise de laxiste par rapport à la sécurisation des frontières. Cela faisait perdre beaucoup d'argent aux économies respectives. Absolument. Et puis ça entame aussi donc les efforts du Nigeria pour l'autosuffisance alimentaire, parce que c'est le riz et d'autres denrées alimentaires qui sont supportées à travers donc, les frontières. Et surtout, il y a du riz même qui n'est pas, paraît-il, produit dans ces pays-là, qui viennent d'ailleurs. Donc c'est une politique de protectionnisme peut-être du Nigeria pour que son marché ne soit pas inondé par le riz béninois et autres, mais il y a toutes des activités connexes à la frontière que vous connaissez, comme en Afrique, entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est justement ces activités connexes-là qui sont actuellement bloquées. Et c'est ce qui fait l'objet même de ces débats-là. Alors vous, je dis professeur Diouf, excusez-moi. Monsieur Diouf, comment analysez-vous cette situation? Quel est le regard que vous jetez là-dessus? Oui, le Nigeria est attendu comme un leader en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est très dynamique dans la CEDEAO, et la CEDEAO est une très forte communauté économique régionale. Le Nigeria connaît bien les lois. Le Nigeria ne peut pas fermer sa frontière totalement, mais elle peut prendre des mesures de sauvegarde. Parce que ici, je pense que c'est des mesures de sauvegarde que le Nigeria prend, plutôt même que des mesures de protectionnisme. Qu'est-ce que c'est que la sauvegarde? La sauvegarde, c'est permis par les accords quand une importation massive d'un produit, peut-être d'un produit importé ou même d'un produit localement fabriqué, mais là, il s'agit de produits importés en dehors de ces pays africains-là, comme le riz, c'est importé d'Asie. Et ce riz, quand il entre frauduleusement au Nigeria, il est beaucoup moins cher que le riz local. Et donc, le riz local connaît des méventes. Et donc, le Nigeria dit, je ferme ma frontière terrestre du côté du Bénin. Il y a deux possibilités. Hein. Vous pouvez passer par le port de Lagos aussi. Mais beaucoup de gens ne veulent pas passer par le port de Lagos parce que peut-être ici, il n'y a pas possibilité de frauder. Hein. C'est assez systématiquement contrôlé. Donc,
le Nigeria proteste contre ça. Et si vous êtes confronté à justement des problèmes comme ça, une importation massive d'un produit qui met en cause votre production locale, vous pouvez prendre des mesures de sauvegarde. Qu'est-ce qu'une mesure de sauvegarde? Soit on vous permet de mettre un droit additionnel, ou bien soit vous prenez les restrictions quantitatives. La seule manière pour faire les restrictions quantitatives, c'est de dire j'interdis l'importation, donc je ferme la frontière. Mais le Nigeria est tenu quand même par les accords de la CEDEAO, mais aussi par les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Elle peut appliquer des mesures de sauvegarde momentanément, mais elle ne peut pas fermer sa frontière de manière brutale, ad vitam aeternam. Parce que cela a quand même duré depuis août dernier. Déjà, les 15 membres de la communauté se sont réunis récemment à Ouagadougou pour trouver des solutions réalistes et à court terme. Qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat selon vous, professeur? Oui, la réunion qui s'est tenue à Ouagadougou, moi j'ai suivi un peu. Bon, vraiment, ils ont beaucoup insisté, surtout sur donc le principe sacro-saint de libre circulation des personnes et des biens. Parce que là, il urge de trouver des solutions sur le court terme. Voilà, absolument. Il y a même des pétitions des citoyens béninois et autres, donc commencé à circuler, et que ça ne touche même pas seulement le Bénin, mais ça va toucher aussi le Togo, et même plus loin peut-être même le Ghana, parce que ces pays-là aussi, il y a un flux de marchandises entre Ghana, Togo, Bénin et Nigeria, de part et d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comment résoudre, disons, l'impact négatif de la fermeté des frontières. C'est ça le problème. Et même si c'est des mesures de sauvegarde, mais c'est dans l'intérêt exclusif de Nigeria, mais au détriment des autres pays. Parce que c'est les autres pays également qui vendent leur production au Nigeria, et que, comme on dit, c'est un très très grand marché. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que la CEDEAO, s'il n'arrive pas à trouver une solution, ça va entamer la crédibilité de la CEDEAO, de faire respecter aux États donc les règles élémentaires d'échange économique et de circulation des biens et des personnes. C'est ce que craint justement la communauté, le fait que sa crédibilité soit remise en question. Selon vous, quelle est cette mesure que la communauté peut prendre dans l'immédiat pour résoudre ce problème? Faire respecter les règles. Il ne s'agit pas ici de produits originaires. Il ne s'agit pas ici de produits communautaires. Il s'agit de réexportation frauduleuse. Il s'agit de produits importés d'ailleurs. Cela est inacceptable. Aucun pays n'aurait accepté. Vous vous souvenez, quand on parle de voisinage dynamique, le Sénégal a été confronté à ce problème. On veut le nommer. À un moment donné, en Gambie, beaucoup de produits, Kafal, quand on parle de l'usine d'allumettes du Sénégal qui a fermé il y a longtemps, mais c'est à cause des produits allumettes qui venaient de Gambie. Sigelec aussi, il y a eu des usines au Sénégal qui ont fermé parce qu'il y avait une importation frauduleuse. Il y avait une introduction frauduleuse de ces mêmes produits par la Gambie. Et alors, cela est inacceptable. Aucun pays ne va l'accepter. Le Sénégal, à un moment donné, a été obligé de faire ça. On a fermé nos frontières, on a même étouffé la Gambie. À un moment donné, on a dit, OK, rien ne rentre. Les douaniers, tout le monde, on a cerné les frontières et on a commencé à avoir des résultats. Ils ont appelé à discuter et à prendre les mesures qu'il faut. Je pense qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler peut-être ici, mais dans le cas du Bénin et du Nigeria, il y a des questions de rétorsion. Il y a des questions de... On a refusé peut-être à un homme d'affaires... Bon, disons que c'est peut-être des intérêts étatiques. Des représailles, d'intérêts même privés. Il y a eu des hommes privés, par exemple, nigérians, qui estiment avoir perdu des marchés, l'un avoir perdu une licence, Dangote qui estime avoir voulu mettre en place une usine qu'on lui a refusée. Donc, ces peut-être privés nigérians vont faire pression sur leur gouvernement. Et Dangote n'est pas n'importe qui, c'est peut-être l'une des fiertés du Nigeria. Peut-être là, on assiste à une bataille d'intérêts, peut-être. Je pense qu'il y a ça aussi qui s'y greffe et que peut-être le problème est assez complexe. Je pense que d'ailleurs, quand les Béninois et les Nigérians ont parlé la première fois, je pense qu'ils ont bien cerné le problème.
On s'attendait à ce que l'affaire soit résolue, mais je pense qu'il faudrait peut-être revenir à des solutions win-win, gagnant-gagnant. Parce que le problème, sur le riz, il n'est pas possible que le riz qui vient d'ailleurs puisse concurrencer à ce point le riz nigérien. Parce que le riz local, le riz importé est frappé de 70% de droits de douane. C'est-à-dire le Nigeria utilise toutes les possibilités qu'il a au niveau de la CEDEAO pour taxer ce riz. Parce que c'est un produit importé, non transformé, revendu sans aucune transformation. Donc le minimum c'est 35%, plus maintenant d'autres droits pour ce qu'on appelle les politiques de défense commerciale. Alors, les autres ne veulent pas passer par le port pour dédouaner le produit à 70%, donc ils passent frauduleusement. Donc c'est un riz qui ne paye pas de droits de douane et donc qui rentre sur le marché nigérian et qui est de bonne qualité, parce que quand c'est du riz thaïlandais ou du riz... Donc c'est du riz de bonne qualité et qui est vendu moins cher, donc c'est ce riz qui est vendu et non le riz nigérian. Et ça pose quand même des problèmes. Évidemment, il y a des dégâts collatéraux. Par exemple, les producteurs de produits horticoles béninois, c'est cela, moi, qui souffre le plus. Eux, ils n'ont rien à voir avec l'affaire, mais la fermeture de la frontière les empêche, par exemple, de vendre leurs tomates, de vendre leurs produits alcool. Alors que c'est des produits, du cru. C'est des produits originaires. C'est des produits qu'on ne peut pas empêcher de rentrer. Parce que ça, c'est vraiment des produits, la loi, les textes, le traité de la CEDEAO dit, ces produits, c'est comme le bétail. Ces produits ne peuvent pas payer de droits de douane. En tout cas, plusieurs secteurs sont impactés. Et là, cette fermeture unilatérale des frontières ne va-t-elle pas à l'encontre, professeur, de tous les traités commerciaux de libre circulation signés par le Nigeria dans le cadre de la CEDEAO? Oui, absolument. Je crois que ce qu'il y a, c'est qu'il y a donc les lois de commerce international d'abord, comme le dit M. Diouf tout à l'heure, et l'enchérissement même, je voulais ajouter, de la vie qui commence au Bénin et Niger, parce qu'il y a des produits aussi qui sont importés du Nigeria, qui passaient par la frontière qui n'arrivent plus. Donc il y a l'enrichissement du coût de la vie pour certains produits. Alors, donc, comme le Nigeria doit respecter ses engagements par rapport à la CEDEAO, doit respecter aussi ses engagements par rapport au commerce international, mais comment faire pour endiguer donc cette contrebande? Et en même temps, le Nigeria, je le souligne en passant, a une zone verte qu'il vient de créer de je ne sais pas combien de milliers d'hectares, où il y a une zone verte où ils vont produire du riz et tous les produits pour assurer vraiment l'autosuffisance alimentaire. Et que donc cette contrebande est à l'encontre effectivement du développement de ce secteur. Mais comme on le fait, on a vu les États-Unis par rapport à la Chine, ce qu'il impose à la Chine pour certains produits. On a vu l'Union européenne aussi par rapport à d'autres productions qui viennent de la Chine. Je crois que, peut-être vous connaissez mieux que moi que ça, dans les dispositions de commerce international et des règles, comment un pays peut arriver à sauvegarder ses intérêts par rapport à d'autres produits qui viennent de l'extérieur qui pourraient occasionner vraiment des pertes énormes. Parce que nous, au Sénégal, par exemple, il y a beaucoup de produits qui viennent ici. Ils ne sont pas produits qui passent par les pays de la CEDEAO. Ça vient de Dubaï, ça vient de la Turquie, etc. Mais ça entre et paye les frais de la douane. Donc l'État s'enrichit. Mais quand l'État ne peut pas s'enrichir comme il a expliqué, mais que le produit entre et que ça va baisser ou ça va créer mes ventes de produits intérieurs, je crois que ça pose problème et que le Nigeria, on ne peut pas dire qu'il est dans le tort absolu. Alors vous voulez ajouter quelque chose? Cette question, faisons attention. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Prenez le Sénégal. Le poulet importé, si on le laissait entrer au Sénégal, il n'y aurait pas une usine, il n'y aurait pas Sedima, il n'y aurait pas d'aviculteurs au Sénégal. Parce que le poulet importé revient à 420 francs le kilo. Personne n'est capable de faire ici du poulet à moins de 1500 francs le kilo, ou en tout cas à moins de 1200 francs le kilo. Donc, nous, on a bien étudié les accords, on n'a pas fait une mesure brutale. Nous, on a invoqué des raisons de santé, des raisons de précaution.
avec la grippe aviaire, le Sénégal dit qu'on ne peut pas contrôler la grippe aviaire. À partir de ce moment, nous interdisons l'importation de poulet. Mais ce faisant, depuis 2005, nous protégeons l'industrie sénégalaise. Il n'y a pas d'importation de poulet. Ou bien, en tout cas, c'est par fraude. Mais il n'y en a pas officiellement. On ne vous donne pas une autorisation d'importer le poulet. Et c'est normal que les pays fassent des choses comme ça. C'est normal que le Nigeria aussi, sur certains secteurs, dit que oui, je ne peux pas laisser les produits qui viennent de l'extérieur, subventionnés, avec des paysans qui sont aidés par leur peuple, venir faire la concurrence à mes paysans ici qui ne sont pas aidés. Mais là, dans ce cas, le Nigeria, il est bien dans son droit, mais elle porte atteinte au fondement de la communauté, selon le général de corps armé nigérien, Salou Digo. Non, c'est sur la base des accords signés, non seulement à l'OMC, mais même au niveau du traité de l'UEMOA qui interdit cela, qui interdit cette pratique de réexportation frauduleuse. Le droit de douane est le seul instrument de protection accepté dans le système commercial international. Un pays, donc, a le droit d'imposer un droit de douane. Maintenant, si un autre veut contourner ce droit de douane, ne le paye pas, il est condamné. Cette réexportation frauduleuse, on évite. Parce que ce n'est pas toute la frontière qui est fermée. Jusqu'à présent, le port de Lagos est ouvert. Ceux qui veulent exporter, il y en a qui exportent au Nigeria, hein, mais ils ne veulent pas passer par le port. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais qu'ils ne veulent pas passer par le port. Et ça pose un problème pour le pays. Donc mettons-nous à la place du Nigeria. Si ça nous arriverait, on prendrait les mêmes dispositions. Peut-être on serait moins brutal, mais... Mais dites-nous, comment un géant comme le Nigeria peut prendre plutôt de telles mesures sans pour autant impacter la communauté? Elle n'impacte pas la communauté, elle impacte, malheureusement, il y a les effets collatéraux, comme je disais, les producteurs agricoles, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de fraude. Les produits communautaires, on ne peut pas les empêcher de rentrer au Nigeria. Le Nigeria ne peut pas. Dans ce cas, il serait poursuivi et dédommagerait ces pays. Les produits communautaires, j'ai dit, il ne peut pas les empêcher de rentrer. Par contre, les produits venant de pays tiers, de pays qui n'appartiennent pas à la CEDEAO, je pense que, même si c'est des pays qui appartiennent, même si c'est des produits qui appartiennent à l'Amérique ou à l'Asie, ces produits doivent payer des droits de douane. Ce qui est tout à fait normal. Et là, cela intervient au moment où on parle de suppression des barrières commerciales sur le continent. Que peuvent être les conséquences de cette décision du Nigeria sur le plan diplomatique? Je pense que sur le plan diplomatique, aujourd'hui, la réunion de Ouagadougou, d'ailleurs, le montre bien que ces pays, c'est le général nigérien que vous avez cité tout à l'heure, l'a dit très clairement. Je veux dire que comment faire véritablement pour trouver une solution, même ouverture partielle entre les frontières entre le Niger et le Bénin. Je crois que ça, c'est la CEDEAO qui doit jouer vraiment un rôle de médiation entre le Nigeria et ces pays. Sur le plan diplomatique, une ouverture partielle pourrait être une solution provisoire de permettre un contrôle strict des frontières. Parce que comme il l'a dit, il y a le riz quand même importé et il y a le riz produit aussi au Bénin. Il y a les deux, d'après ce que j'ai lu. Les produits communautaires, mais qui passent frauduleusement, qui ne payent pas de taxes, parce que si on demande à un produit qui vient de l'extérieur de payer 70%, et un autre produit communautaire peut-être qu'il va payer 20%, mais ce n'est pas les États qui en profitent. Ce sont donc je ne pourrais pas dire trafiquants, mais des gens qui ne respectent pas les règles. C'est pourquoi au Nigeria, je crois que Buhari est sous pression des opérateurs économiques. Il a parlé tout à l'heure de Dangote et d'autres qui font pression sur le gouvernement vraiment d'être très restrictif et d'être très sévère sur la lutte contre la contrebande et la fraude. Déjà, on parle beaucoup des opérateurs économiques et voilà, parfois on semble oublier les consommateurs qui eux aussi sont impactés. Et là, tout à l'heure, le professeur l'a dit, il a parlé des conséquences sur le plan diplomatique, mais sur le plan financier, que peut-on dire?
Oui, mais sur le plan financier, vous savez très bien, c'est parce que le Nigeria perd de l'argent qu'il ferme les frontières. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que le gouvernement béninois gagne autant? Parce que ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que le Nigeria perd que le Bénin gagne. Parce que l'État béninois n'y gagne pas grand-chose. Peut-être que ce sont les hommes d'affaires béninois, les réexportateurs frauduleux qui y gagnent quelque chose. Et peut-être c'est eux-là aussi qui vont appuyer ou bien qui vont parler en dénonçant. Alors que la question de fond, c'est que, je vous le dis, même si c'est des autorités, le général dont vous parlez, les autorités qui en parlent, s'ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils vont faire des erreurs. Il faut bien savoir de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont des produits originaires ou non? Dans le cadre de l'UEMOA, comme dans le cadre de la CEDEAO, tous les produits originaires, c'est-à-dire tous les produits communautaires, on fixe des règles d'origine dans toute expérience d'intégration. C'est-à-dire, il faut donner des nationalités aux produits. Un produit qui a la nationalité CEDEAO, mais circule librement dans la CEDEAO. Un produit qui n'a pas la nationalité CEDEAO ne peut pas circuler comme il veut. Il doit payer le droit de douane, il doit passer par des mesures, des règles communautaires fixées par tout le monde. En tout cas, le Nigeria justifie cette mesure et campe sur sa position par sa volonté de mettre fin à la contrebande de certains aliments qui menacent ses frontières. Maintenant, qu'en est-il de l'impact dans la zone CEDEAO? Là, en est le problème. Non, ça ferme une très bonne partie. C'est-à-dire que cette route-là, si on la ferme hermétiquement, si on ne fait pas le distinguo entre les produits frauduleux et les produits non frauduleux, ça va impacter négativement. Parce que beaucoup de pays passent par là. Beaucoup de pays passent par là. Mais il y a aussi la possibilité de passer par le port de Lagos. Mais c'est beaucoup évité. C'est une zone où, oui, le contrôle est très rigoureux. La première fois, je pense qu'on a eu jusqu'à 500 camions qui étaient en rade. Donc ça veut dire que c'est une zone qui est fréquentée. Mais il faut que les Nigérians aussi aient une bonne administration de la chose. C'est-à-dire que les produits communautaires doivent rentrer. On ne peut pas les empêcher de rentrer à la frontière. Les individus, on ne peut pas les empêcher de traverser la frontière s'ils sont munis de leur carte d'identité. Ça, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Et je crois qu'ils ne le feront pas. Par contre, les produits frauduleux, les produits qui ne sont pas d'origine communautaire, qui ne sont pas faits au Bénin, qui ne sont pas faits au Niger. Qui sont extra-communautaires. Regardez le Niger avec ses oignons. Le Niger fait plus de 300 000 tonnes d'oignons, je pense. Ou en tout cas 250 000 tonnes au moins. Le Niger a une longue frontière commune avec la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire importe 80 000 tonnes d'oignons qui viennent de Hollande. Comment pouvez-vous l'expliquer? Je crois que nous faisons face à des questions sérieuses. Il faut qu'on les règle de manière sérieuse. Le Niger ne peut pas faire de l'oignon. Et puis, le Niger fait de l'oignon de bonne qualité. Avec le climat qu'il y a déjà, donc l'oignon n'est pas comme un peu notre oignon avec beaucoup d'eau, comme on le reproche parfois à notre oignon. Hein? Mais regardez, la Côte d'Ivoire importe de Hollande. Le produit, quand il quitte la Hollande jusqu'en Côte d'Ivoire, les coûts sont moins importants que le produit qui quitte le Niger pour venir à Abidjan. Donc il y a le problème des coûts des transactions. Il faut qu'on voit aussi, nous aussi, un peu un certain nombre de problèmes. Il faut qu'on fasse les infrastructures qu'il faut pour que les camions puissent quitter nos pays et aller dans les pays sans aucun problème, dans des itinéraires bien clairs. Comme ça, il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de contrebande. Je pense que ça, c'est des questions quand même qu'il faut régler. On ne va pas condamner le Nigeria qui cherche peut-être à se protéger d'une réexportation frauduleuse de produits qui ne viennent pas de la CEDEAO, de produits qui ne sont pas communautaires, de produits qui ne sont pas originaires de la zone. Ça, pour moi, ce serait condamner le Sénégal si je dis ça. Parce que le Sénégal refuse le poulet qui vient du Brésil et qui peut atterrir ici à 400 francs, empêchant toute forme d'agriculture au Sénégal. Ça, je pense qu'on est fondé sur cette mesure-là. Et je pense qu'il faut le faire aussi dans d'autres domaines. Même le riz sénégalais, vous vous rendez compte que le riz sénégalais ne paye que 10% de droits de douane. Bon. Le riz importé. Ça aussi, c'est un autre problème. Bon, dès la dernière question abordée avec au Nigeria, le riz importé paye 70%.
Ce qui est très élevé. Ils ont à 70 pour promouvoir la production locale. C'est une idée. Bon, ce qui est très bien, promouvoir la production locale, ce que fait tout le monde d'ailleurs, et même le Sénégal qu'on cite en exemple. Alors, professeur, très rapidement, nous sommes à moins de 2 minutes. La communauté a eu à avoir des acquis par rapport aux échanges intercommunautaires. Mais cette décision-là ne fragilise-t-elle pas les acquis déjà? Oui, et surtout l'intégration. Je pense que ça ne fragilise pas, mais quand même c'est un précédent dangereux. Parce que d'autres pays pourraient amener à faire la même chose. Regardez le Sénégal qui a commencé à produire beaucoup de bananes dans la région de Tambacounda et toute la banane qui vient de Guinée. Si, par exemple, la banane de Guinée inonde les bananes sénégalais, le Sénégal pourrait prendre des mesures. Parce que je crois que tout cela relève des situations socio-économiques des pays, parce qu'il y a donc les règles de la CEDEAO, il y a les règles du commerce international et de l'UEMOA, mais quand la situation politique, des tensions politiques par exemple dans un pays, ou bien des tensions socio-économiques, peuvent amener un pays à prendre des mesures, soit de protectionnisme ou de sauvegarde, pour véritablement protéger la production nationale. Mais il y a toujours lieu de revoir la politique économique de nos États. Oui. Ça. Oui, mais absolument. Je pense que l'essentiel, c'est de voir qu'on ne peut pas être dans une organisation sans à tirer tous les avantages et de ne pas soumettre à certains inconvénients. Bon, rapidement, vous souhaitez ajouter quelque chose en 30 secondes? Les pays aussi font leur calcul économique. Quand la banane quitte la Guinée et vient dans les mêmes conditions de prix que la banane de Tamba, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est quand la banane de Guinée vient ici et coûte 2 fois moins cher. Ça, on a vu dans le cas de l'huile. Moi, j'étais directeur du commerce intérieur. L'huile de palme qui vient de Côte d'Ivoire coûte bigrement moins cher que l'huile sénégalaise. Ça nous pose des problèmes. Donc, il faut que les États sont obligés d'étudier aussi les prix. Ce qu'on appelle, par exemple, lutter contre le dumping aussi. Ce qui est très important. Parce que les États ne peuvent pas vous envoyer des produits qui coûtent 3 fois moins cher que vos produits. Bon, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission-là. Comme vous le dites, il urge déjà de revoir les tarifs, les prix et également de revoir la politique économique de nos États. C'est aussi quelque chose à revoir pour que nos économies soient quand même stables. Et ainsi se referme ce débrief. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Un grand merci à nos invités, Monsieur Elhadji Alioune Diouf. Je rappelle que vous êtes économiste et un habitué de nos plateaux. Commissaire aux enquêtes économiques. Voilà, commissaire aux enquêtes économiques aussi, c'est à rajouter. Et vous, vous êtes ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. C'est un plaisir. Vous êtes spécialiste également du monde arabe. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi se referme ce débrief. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à la partie technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief toujours sur Médian TV Afrique.